Commençons par prendre connaissance de l'énoncé en repérant encore une fois des mots-clés importants ou ce qui peut être sous-entendu par l'énoncé. Donc on fixe un entier n supérieur ou égal à 2. On vous dit qu'une urne contient n boules numérotées de 1 à n. Donc on comprend bien pourquoi n est supérieur ou égal à 2, puisqu'il n'y a qu'une seule boule, il n'y aura évidemment aucun aléa dans cet exercice. Donc on tire avec remise, donc ça c'est un mot important, hein, ça veut dire que pour chaque tirage, l'urne sera constituée exactement de la même façon. Donc on tire avec remise R boule dans cette urne, où R est un entier compris entre 2 et n. Et on vous dit qu'on considère l'événement, le numéro de la Rème boule, donc de la dernière boule tirée, est inférieur ou égal à tous les numéros précédents. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Le tirage va donc dépendre du numéro qu'on aura obtenu lors du dernier tirage. Donc là, on imagine tout de suite qu'il peut y avoir un conditionnement par rapport au résultat du dernier tirage. Et on vous demande de calculer justement la probabilité de cet événement, puis de regarder ce qui se passe dans le cas particulier où R est égal à 2, puis regarder l'évolution asymptotique lorsque le nombre de boules de l'urne devient arbitrairement grand. Est-ce que la probabilité converge? Si oui, elle converge vers quoi? Bon, alors il est bien entendu que le tirage dans l'urne va se faire de façon aléatoire, hein. On n'a pas les boules sous les yeux pour choisir le numéro qu'on va tirer, donc on va partir de ce principe-là, et donc pour mesurer les événements, on peut choisir une probabilité, enfin la probabilité uniforme. Alors on nous dit qu'on est en train de tirer R boule dans une urne numérotée de 1 à n. Donc comme il y a un premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, on a n tirages successifs dans l'urne, on peut modéliser ça par un produit cartésien. On va pouvoir modéliser ça par le produit cartésien de 1n à la puissance r. Et donc le cardinal de cet univers qui est important ici, puisqu'on a dit qu'on était dans des situations équiprobables pour les issues de cette expérience aléatoire, le cardinal de oméga, c'est n à la puissance r. Alors, pour calculer la probabilité de notre événement, évidemment, on a intérêt à connaître le numéro de la dernière boule pour savoir ce qui s'est passé pour les autres boules. Donc, on va tout de suite définir un événement que je vais appeler BI. Et cet événement BI, c'est le numéro de la Rème boule tirée vaut eh bien I, hein, l'indice qui est ici. Donc là, comme ça, je définis un certain nombre d'événements. Je définis n événements, puisque le numéro de cette boule peut être de 1 à n, étant donné que la constitution de l'urne, elle est toujours identique. Donc ce que je vais faire, pour calculer P de L, je vais utiliser la formule des probabilités totales, que je vais appliquer au système complet d'événements B1, B2 jusqu'à Bn. Ceci est bien un système complet d'événements, puisqu'on va tirer une boule au quatrième tirage, et son numéro sera forcément l'un des entiers, compris entre 1 et n. Donc on a bien un système complet d'événements, et je vais appliquer la formule des probabilités totales. Je vais appliquer la formule des probabilités totales, donc système complet d'événements. Je vais appliquer la formule des probabilités totales donc, pour calculer P de R. Donc je vais conditionner par rapport au BI. Alors il y a deux façons de l'écrire, cette formule des probabilités totales, soit avec une intersection, soit avec un conditionnement. Moi je vais l'écrire avec un conditionnement. Voilà comment elle s'écrit. Alors là-dessus, on sait tout calculer, puisque la probabilité de BI c'est la boule numéro R tirée vaut I. Comme quand on fait un tirage dans l'urne, on le fait au hasard, et qu'au moment du tirage de la Rème boule, l'urne est constituée de n boules avec n numéros de 1 à n différents. On est dans le cadre de l'équiprobabilité des issues lors de ce tirage. Donc on peut dire que pour tout i compris entre 1 et n, la probabilité de l'événement BI est égale à 1 sur n. Ce qui veut donc dire que ce terme-là, on va pouvoir le sortir de la somme, puisque le résultat de cette probabilité ne dépend pas de i. Donc déjà, on va récupérer donc une moyenne, 1 sur n,
somme pour i variant entre 1 et n des probabilités de ER sachant BI. Alors maintenant, il faut calculer la probabilité de ER sachant BI. Donc là, on va essayer de visualiser les résultats. Les résultats, je vais les stocker comme ça, pas à pas. Et là, quand je calcule cette probabilité-là, ce que je sais, c'est que la boule tirée en dernière position, elle porte le numéro i. Donc ça, c'est le terme de rang R, le terme de rang 1, le terme de rang 2, de rang 3, etc. Donc ça signifie quoi? Si on regarde la définition de notre événement, il est dit que les autres boules tirées, enfin la boule numéro R, pardon, a un numéro qui est inférieur ou égal à tous les précédents. Ce qui veut donc dire que là, je vais avoir un terme supérieur ou égal à i, supérieur ou égal à i, supérieur ou égal à i, et pour le tirage qui est là, supérieur ou égal à i. Donc, finalement, comme là, il n'y a pas de dénombrement, puisque je sais que le dernier tirage m'a donné la boule numéro i, la probabilité de l'événement ER sachant PI, c'est donc alors le nombre de cas d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles. Alors le nombre d'issues favorables, bon, bah, c'est tous les tirages qui vont être ici en orange qui vont donner des nombres supérieurs ou égaux à i. Donc ça va être le cardinal du produit cartésien i n à la puissance, le nombre de tirages qu'on est en train d'effectuer ici, donc R-1, puisque je vous rappelle que sur le dernier, il n'y a pas de dénombrement, puisqu'on sait qu'on va tirer la boule numéro i, et elle est déjà tirée, on dit, sachant que la boule numéro i, la R-ième tirage a donné la boule numéro i, sur le nombre d'issues possibles. Le nombre d'issues possibles dans la partie qui est là, c'est tous les tirages dans les boules numérotées de 1 à n, donc les R-1 tirages qui sont concernés par cette probabilité conditionnelle. Donc là, on n'a plus qu'à mener le calcul. Ici, on va donc récupérer le nombre d'entiers compris entre i et n. Donc moi, je compte toujours à partir de 1. Entre 1 et n, j'ai n entiers. Et je dois enlever tous les entiers compris entre 1 et i-1. Donc je dois retirer i-1 au compte. Donc ceci va être à la puissance R-1. Ça, c'est le dénombrement d'un produit cartésien. Le tout divisé par n à la puissance R-1. Donc on peut reporter le résultat qu'on a obtenu. La probabilité de ER va donc être égale à... Alors, soit vous sortez ce qui ne dépend pas de i, et on va récupérer 1 sur n à la puissance R, somme pour i variant entre 1 et n, donc des n moins i plus 1 à la puissance R-1. Et si vous n'aimez pas trop cette somme écrite comme ça, parce que vous trouvez qu'elle est écrite à l'envers, ce qui n'est pas faux, on va regarder vraiment ce qu'on additionne quand i varie entre n et 1 en partant à l'envers. Pour i est égal à n, on commence à 1. Pour i est égal à n-1, on continue à 2. Et pour i est égal à 1, on s'arrête à n. Donc en fait, c'est la somme pour i variant entre 1 et n de i à la puissance R-1. Donc ça, c'est la somme écrite dans un certain sens, et ça, c'est la somme écrite à l'envers. Je trouve que c'est quand même plus agréable de l'avoir écrite à l'envers. Donc voilà la probabilité de R, et sans surprise, c'est évidemment une probabilité qui dépend aussi de n, puisque ça dépend du nombre de boules qu'il y a dans l'urne. Alors pour le calcul de P2E2, c'est juste une application numérique, puisque si R est égal à 2, la formule ci-dessus va donner donc du 1 sur n à la puissance 2, multiplié par la somme pour i variant entre 1 et n de i à la puissance 2-1, donc de i. On récupère donc 1 sur n carré multiplié par la somme des n premiers entiers naturels. La somme des n premiers entiers naturels, c'est nn plus 1 sur 2, donc le tout divisé par n carré. On récupère comme résultat n plus 1 sur 2n, ou si vous préférez, 1 demi plus 1 sur n. Voilà, donc on obtient une probabilité qui est un tout petit peu au-dessus de l'équiprobabilité, et a priori on tend vers l'équiprobabilité lorsque n tend vers l'infini, dans le cadre où r est égal à 2. Il ne nous reste plus qu'à regarder ce qu'il se passe pour le cas général
lorsque n tend vers l'infini. Je rappelle le résultat du cas général. Donc là, on va récupérer donc 1 sur n à la puissance r, multiplié par la somme pour i variant entre 1 et n de i à la puissance r-1. Alors là, il y a deux choses qui s'opposent. Ici, vous avez le terme général d'une série divergente, hein, puisque son terme général ne tend pas vers 0. Et de l'autre côté, vous avez un terme qui tend vers 0. Donc on a a priori une forme à déterminer. Mais quelque part, vous avez vu, j'ai un peu rechigné à sortir le 1 sur n à la puissance r-1 quand on avait fait le calcul qui était ici, puisque ça se présentait comme une moyenne, et je préférais ici la présentation sous forme de moyenne. Et elle est d'autant plus intéressante que si vous la rétablissez, vous récupérez ici sur n à la puissance r-1, et là on reconnaît le terme d'une somme de Riemann. Donc on sait que cette suite-là va posséder une limite lorsque n tend vers l'infini, tout simplement parce que la fonction qui lui est associée lorsqu'elle est définie sur 0,1 à valeur dans R, c'est la fonction qui a x associe x à la puissance r-1, qui est donc bien une fonction qui est continue sur le segment 0,1, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale. On peut donc assurer que lorsque n tend vers l'infini, cette suite va posséder une limite finie, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de x à la puissance r-1 dx. Alors cette intégrale, elle s'intègre directement, puisqu'on peut intégrer une primitive, enfin on peut intégrer cette fonction en calculant directement une primitive, qui est x à la puissance r sur r pris entre 0 et 1, on récupère a priori donc 1 sur r. Donc voilà la limite lorsque n tend vers l'infini de la probabilité de l'événement ER. On constate que c'est ce qu'on avait trouvé dans un cas où on avait pu mener les calculs, puisque si je remplace R par 2, je récupère bien la limite de l'expression qu'on avait récupérée, mais cette fois-ci par un calcul algébrique. Donc voilà pour la probabilité de E2, et voilà pour la limite de la probabilité de ER lorsque n tend vers plus l'infini. Donc voilà, une somme de Riemann qui apparaît. Alors là, il ne faut pas craindre l'apparition d'une somme de Riemann. On reconnaît une somme de Riemann. C'est pas parce qu'on est en train de calculer des probabilités qu'il faut oublier tout ce qu'on a vu sur les chapitres, sur les séries numériques, sur l'intégration. Évidemment, on fait des mathématiques.